Parfois, je rencontre de ces entrepreneurs ou développeurs maîtres de l'IA et qui me disent, Melvin, est-ce que tu penses pas que l'AGI est en train d'arriver et est-ce que tu penses pas aussi que ça va tout remplacer tout ce qu'on est en train de faire, que plus rien ne sert à rien, etc. Et il y a un courant de pensée qu'on peut retrouver sur Internet et où j'ai l'impression, je sais pas exactement d'où il vient, mais où je rencontre quand même pas mal de gens IRL qui sont matrixés et qui vivent dans la sûreté, enfin la conviction forte que l'AGI va venir, va remplacer et va faire l'intégralité des choses à notre place. Et donc chaque fois que je vois ces personnes, ils me disent ouais mais toi qu'est-ce que t'en penses Melvin? Et moi je commence à expliquer ce que j'en pense et je leur dis bon bah franchement moi je pense pas que l'AGI comme moi je l'entends comme moi, Melvin l'entend, la super intelligence, peut-être plus la super intelligence, voilà, l'AGI veut dire beaucoup de choses en même temps. Moi, je pense pas qu'elle sera là de mon vivant. Je pense qu'on va mourir sûrement avant qu'on ait cette super intelligence. Alors oui, il y a des Musk qui nous disent que c'est super, etc. Oui, il y a plein de gens qui disent que ça va arriver. Et oui, peut-être que je suis insouciant et que je me dis que ça va pas arriver parce que j'en ai pas envie. Je sais pas. En tout cas, dans mon analyse des IA actuelles, c'est la conclusion que j'en ai et dans cette vidéo, j'ai envie de t'expliquer un petit peu pourquoi. Donc, cette thèse vient initialement à cause de ces conversations que j'ai encore et encore et encore sur l'AGI et sur l'utilité de l'IA. Mais on va faire d'abord une remise en cause des états actuels de l'avancée de l'IA. Si on compare le modèle d'il y a 1, 2 ans, donc un Opus Sonnet 3.7, etc., et un modèle de maintenant, on peut se dire, effectivement, l'évolution du modèle est concrète. On a des modèles qui sont bien plus intelligents qu'avant, qui font bien plus de choses, qui font moins d'erreurs, qui travaillent plus longtemps, qui sont plus efficaces. Et ça, tous les benchmarks qu'on a l'habitude de voir confirment cette tendance à dire que les modèles sont de plus en plus bons. Donc ça, c'est une chose, c'est les chiffres, ok? Les chiffres sont là, les chiffres augmentent. Mais il y a deux choses qu'il faut comprendre avec les chiffres. D'abord, qu'est-ce qu'on teste? Quelle est l'utilité de ce qu'on teste? Et qu'est-ce que ça change dans notre vie? Si tu discutes avec un développeur en entreprise ou un développeur qui travaille de manière standard, oui, il y a eu une évolution. Oui, maintenant, il est bien plus agentil, qu'il a peut-être un abonnement cloud, etc. Mais sa journée n'a pas tant changé que ça. Non, non, non. La journée des développeurs a changé, mais elle n'a pas changé au point qu'on pense. Elle a changé dans le sens où maintenant, un développeur écrit moins de lignes. Mais il en écrit toujours. Ah bah oui, énormément de développeurs écrivent toujours des lignes de code. Et on va parler de ça après. Ce qui travaille beaucoup un développeur, c'est sur la réflexion. Quelle feature faire? Comment la faire? Quel système? A-t-on besoin d'un autre serveur? Est-ce qu'on a besoin d'un autre service? Où? Comment? Pourquoi? Ces questions simples que quand tu viens dans ton agent IA sur ton SaaS lui dire change ça, fais ci, fais ça, lui il le fait. Il te demande pas quoi, quand, pourquoi. Ce qu'il va faire ton agent IA, c'est réfléchir 8 secondes, bullshit 40 tokens dans le vide, puis faire 3 greps pour lire 5 fichiers et se dire c'est bon, j'ai compris, j'implémente. Mais en réalité, si tu le laisses faire ça à l'infini, ça peut marcher. Moi, j'ai des workflows qui font que ça marche, parce que j'ai des codebases qui font que ça marche, parce que je suis pas, à part avec l'email où c'est de l'infra qui est assez compliqué, les autres applications n'ont pas de l'infra compliqué, donc je peux le lancer en mode YOLO. Mais ça marche parce que j'ai ce profil-là. Une personne en entreprise qui vient dire à son IA, OK, en fait, on veut migrer de cet outil-là à cet outil-là, il va jamais laisser l'IA faire ça. C'est de la science-fiction. Et donc, la majorité des développeurs passent énormément de temps à boire des bières, évidemment, parce que ça, c'est le métier numéro 1 de tout développeur en entreprise. Après boire des bières, on va évidemment faire beaucoup de réflexions en équipe,
faire beaucoup de réflexion du produit, de quoi faire, comment, etc. Donc, on le voit en fait sur les chiffres, plutôt dans l'entreprise, que l'IA n'augmente pas tant que ça la productivité. Malgré que dans les benchmarks, on est passé d'un modèle complètement KO à un modèle maintenant incroyablement fantastique, super puissant. Donc, on a bien une évolution stratosphérique en termes de benchmark. Pourtant, en termes d'usage, on n'a pas une évolution stratosphérique. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre et que moi, j'ai eu comme vision. Et donc, une fois qu'on a compris tout ça, on peut se dire, finalement, depuis Opus 4, l'évolution est pas dingue. Surtout pour les tâches qu'on fait. En fait, à partir du moment où tu sais à peu près précisément ce que tu veux faire, les modèles n'ont pas été beaucoup plus puissants qu'à l'époque. Les modèles sont plus intéressants pour le vibe coding. Parce que pour le vibe coding, le modèle a besoin des réflexions et d'intelligence pour choisir, pour réfléchir, pour architecturer la stack. Donc ce qu'un développeur doit faire normalement. Mais en termes d'entreprise, un développeur sait déjà faire ça. Et donc lui, quand il y avait Opus 4, il l'utilisait en lui disant quoi faire. Et maintenant, il y a Opus 5 et il l'utilise en lui disant quoi faire. Et Opus 5 fait ce qu'on lui dit. Maintenant, il y a GPT 5.6. Est-ce qu'il a une amélioration si grande? Personnellement, ma vie n'a pas changé depuis Opus 4.5. Depuis GPT 5.5 qui fonctionne bien, qui fait ce qu'on lui dit. En fait, on n'est pas sur de l'intelligence, on est plutôt sur du goût dans les nouveaux modèles, on est plutôt sur de l'attention aux détails, on est plutôt sur du post-training de style, on est plutôt sur de la taille de modèle, sur du compute, sur des détails, mais qui ne se traduisent pas de manière factuelle maintenant par une obtention de l'AGI, tu vois le délire. Et donc, quand on prend tout ça en considération, maintenant on se dit, finalement, quand on y réfléchit et qu'on enlève toute la hype, qu'on prend notre vrai travail du quotidien, ce qu'on a eu comme évolution depuis le début, c'est plutôt une utilisation de l'IA qui est plus intéressante. Des outils autour de l'IA qui font que les choses vont mieux. Des optimisations, de l'amélioration, etc. Mais est-ce qu'on a eu, à un moment ou un autre, un truc similaire à ce qu'on pourrait appeler l'AGI? Donc pour ça, il y a un tweet que je regardais du 7 août ici, de François Chollet, donc je crois que c'est un Français, hein, si je suis pas fou, je vais vérifier. Donc oui, François Chollet, c'est un nom très français, mais il a écrit United States sur son profil, donc j'ai eu une petite questionnement s'il était bien français. Bref, François Chollet ici, co-founder de NDA, co-founder de ArcPrice, creator of Keras and ArcAGI, author of Deep Learning with Python. Un mec bien placé. Il nous fait un tweet récemment qui nous dit, voilà, je veux être clair sur quelque chose. Il avait fait son ArcAGI, donc le benchmark ArcAGI juste ici, pour venir dire que les modèles n'étaient finalement pas si doués que ça, juste ici. Et donc, on se retrouve maintenant avec son ArcAGI 1 leaderboard qui est complètement fluide et il a même dû créer un 3 pour venir tester les nouvelles intelligences parce qu'il a créé le 1. Et en disant ce mot AGI, tout le monde s'est dit, si un modèle arrive à 100% du test, c'est l'AGI. Ici, on peut voir que Fab, GPT et d'autres modèles sont arrivés à 100%. Donc, il a créé ArcAGI 2. Mais ici, on peut voir que Fab, Sol sont à 90%. Donc, il a créé ArcAGI 3, où on peut voir que tout le monde est à 0%, sauf Claude Opus, qui est déjà à 30%. Malgré qu'il coûte très cher à exécuter. Et donc là, il nous dit, dans ce tweet, une chose que je voulais dire, c'est que en décembre, en 2023, début 2024, il était plutôt sceptique à propos de ce que les IA pourraient réaliser et l'importance qu'ils pourraient avoir. Au bout d'un moment, il a changé sa manière de penser en décembre 2024 quand O3 a réussi à faire
un résultat incroyable. Comment est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le système de raisonnement qui va produire une sorte d'intelligence fluide et qui permet de scaler les capacités sans mur parce que on vient utiliser le fameux thinking. C'est ça la différence, hein. C'est pour ça que on peut voir ici en Arc AGI que tous les modèles maintenant ont ce thinking. On n'a même plus de modèles instant qui sont affichés juste ici. Tu peux voir que le low, c'est déjà du thinking juste ici. Donc ce thinking vient améliorer énormément les résultats. Et donc on a maintenant des modèles qui sont capables d'une intelligence fluide, de réflexion. Et en fin 2024, il a mis à jour sa vision. Le truc qui n'est pas arrivé, c'est le scaling via compute. Juste ici, ils n'ont pas réussi à montrer que plus on fait du compute, plus on va arriver à un truc incroyable. Et certains modèles, même avec le maximum de compute ici, ne sont toujours pas capables de faire des tâches simples comme Arc 1, ni même des simples math operations. Donc, on se retrouve avec certes des modèles qui ont des bons résultats sur ces tests d'AGI, mais des modèles qui finalement ne sont pas forcément ce qu'on peut appeler de l'AGI. Et pour moi, une AGI sera au moment où le modèle sera capable d'apprendre. Et quand on regarde, est-ce que les modèles sont capables d'apprendre AGI, un système qui apprend tout seul? Actuellement, on est très loin. Un modèle ne peut pas apprendre. Il peut sauvegarder des compétences via les skills. Il peut sauvegarder des règles via le fichier claude.md. Et il peut sauvegarder des fichiers de mémoire via le in-app memory de Claude, etc. Mais tout ça, c'est des béquilles à un modèle qui est bloqué. Parce qu'une fois qu'on a Opus 5, alors, no joke, fun fact, il y a des gens qui pensent, premier degré, la dernière fois j'étais dans un event, et le mec me dit, ah oui, moi, mon Claude, il apprend de moi. Il est en train d'évoluer. Il est en train, en fait, ce qui se passe, il y a des gens, ils pensent que sous le capot, il y a Claude qui est en train d'entraîner un modèle sur les compétences qu'ils ont. Et ils sont en train de se dire, il y a Claude, il est là, il learn, et il sait tout de moi, et je suis en train de créer mon petit modèle. Non, ça n'existe pas, hein, ça n'existe pas. Ce qui se passe, c'est qu'on a un modèle de fondation ici, basique, Claude 5. Derrière, lui, il a ce qu'on appelle une fenêtre de contexte. Donc, c'est un peu comme ta petite feuille de triche, que tu viens à l'examen avec ta feuille de triche. Et dans cette feuille de contexte, il va foutre plein de tokens pour se rappeler de qui t'es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, etc. Et lui, il vient juste remplir du contexte. Il a aucune compréhension, il a aucun apprentissage, il ne sait pas, il n'évolue pas, il reste exactement dans le même état qu'il était. En fait, entre le début et la fin de ta requête, on est toujours sur le même modèle. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent le thinking, donc cette intelligence fluide qui permet ici d'explorer plein de réflexions et des trucs un petit peu, donc encore une fois, du pimping. Mais le modèle en lui-même n'apprend pas. Et même si tu lui expliques 200 fois un nouveau truc, à partir du moment où ça dépasse sa fenêtre de contexte, c'est impossible. Et là, il y a des gens qui disent il suffit d'augmenter le contexte. Alors, si on n'augmente pas le contexte, c'est parce que le contexte coûte cher. Si Claude a décidé de réduire leur contexte, donc maintenant, quand vous travaillez avec Claude, si ici j'ouvre un terminal et qu'on lance Claude et qu'on regarde le contexte qu'on a avec Opus 5, je suis désolé de vous annoncer que donc là, voilà, on a Opus 5, on a plus de 1 million de contextes. Et quand on affiche slash contexte juste ici, pour voir un petit peu ce que ça donne juste pour le fun, on a 200 000 tokens. Les amis, on était à 1 million de tokens il y a 2 mois et maintenant on est passé à 200 000. Et bizarrement, depuis qu'ils ont undo ce changement et qu'ils sont passés à 200 000 tokens, on a des limites où on a l'impression qu'on a unlimited tokens. Et bah, d'ailleurs, on a aussi 11% de mémoire. Hein, mais c'est ce adjunct rule. Mais pourquoi il y a des adjunct rules? Hop là.
Euh, Bref, on est passé d'un contexte à 1 million à 200 000. Pourquoi? Parce que les prix des tokens en inputs, ils scale très vite. Ils scale parce que à chaque turn, tu dois payer ton contexte. Plus ton contexte est grand, plus ça coûte. 1 million de contexte, ça coûte très cher à maintenir. Depuis qu'ils ont diminué à 200 000, vous voyez vos limites qui sont beaucoup plus longues. Si on a envie d'avoir un modèle super intelligent qui peut comprendre le niveau d'un humain actuellement, il faudrait des fenêtres de contexte à 10 millions, 20 millions, 100 millions. Et à ce moment-là, il faudrait le GDP, la valeur de pays entiers consommés pour ingérer votre code base. Des millions de dollars chaque fois, des milliards de dollars chaque fois pour ingérer votre contexte. Parce que ça coûte super cher. Donc les modèles n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas du tout. Ça n'existe pas. Ils n'apprennent rien. C'est-à-dire que une fois qu'il est entraîné, ils n'apprennent rien. Et pour entraîner un modèle, parce que tu te dis, bah ok, mais on peut l'entraîner, on peut l'apprendre lors de l'entraînement. Oui, on peut lui apprendre lors de l'entraînement. Et c'est intéressant parce qu'en lui apprenant lors de l'entraînement, il est capable de faire de plus en plus de choses. Mais c'est un apprentissage qui n'est pas précis, c'est un apprentissage plutôt global, c'est une sorte d'intelligence index. On peut plutôt le fine-tuner, par exemple, pour lui faire du meilleur front-end ou du meilleur back-end ou des choses spécifiques comme ceci, mais il est très compliqué de lui apprendre des nouvelles compétences sans lui passer. Et le deuxième, en fait, le plus gros problème, c'est que si tu veux lui apprendre un nouveau langage de programmation, par exemple, Kiki, Kiki Language, un nouveau langage qui n'existe pas, que tu recrées de zéro et que tu veux lui apprendre, mais tu n'as qu'un seul fichier de code. Il ne peut pas apprendre. Un humain avec un seul fichier de code, il peut apprendre. Un humain avec une documentation, il peut apprendre. Un humain qui écoute les informations d'un autre humain, il peut apprendre. Une IA ne peut pas apprendre. Elle apprend que par le contexte, qui n'est pas un apprentissage, qui est une mémoire. Donc elle n'apprend pas via le contexte, elle mémorise pour reproduire. Elle sait que reproduire. Mais elle n'apprend pas. Et si elle doit apprendre un nouveau langage comme Kiki, il lui faudra 1 million de lignes de code minimum pour qu'elle puisse commencer à faire quelque chose de bien. Un humain, il lui faut 200 lignes de code. Enfin, il lui faut une documentation, 200 lignes de code. L'IA, tu peux lui passer 100 documentations, elle ne saura pas faire parce qu'elle doit reproduire et ingérer des quantités de données astronomiques. Encore une fois, je ne suis pas expert de l'IA, donc c'est juste mes connaissances que je vous mets juste ici. Finalement, pour revenir à ce pote qui me dit, Melvin, mais l'AGI va arriver, ça va être fantastique, etc. De mon point de vue, les modèles n'apprennent pas, ils ne vont pas apprendre avant longtemps parce que la logique d'un LLM, et il faut qu'on s'en rappelle, c'est quand même un truc qui ne réfléchit pas comme nous, ok? Mon pote me disait, mais le modèle, il réfléchit avec les mots, et nous aussi, on réfléchit avec les mots, parce que les mots, le langage définit notre pensée. Mais notre pensée ne définit pas notre apprentissage, ni notre réflexion, ni notre cerveau qui est bien plus complexe que tout ça. Donc, un modèle ne sait que faire du texte dans les modèles LLM, Opus, etc. Quand ils font des images, c'est pas le modèle directement qui fait une image, hein, c'est un autre modèle qui n'a rien à voir, qui est appelé par le LLM pour faire une action, ce qui est encore une fois complètement différent. Et donc, les modèles sont très bons pour écrire du texte, mais le texte ne leur permet pas d'apprendre, le texte ne leur permet pas de comprendre la profondeur du monde physique, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe quand on fait tomber un verre d'eau, mis à part le fait qu'il ait lu 1 milliard de fois sur Internet que quand le verre d'eau tombe, ça éclabousse le sol. Mais en fait, il n'a pas la profondeur de compréhension. Je ne sais pas si tu comprends la subtilité, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Et mon avis personnel, Austranamus de Melvin, peut-être qu'il sera complètement faux, j'en sais rien, c'est que l'AGI ne va pas exister jusqu'à qu'on change de modèle de LLM. Le LLM, dans sa forme actuelle, dans son intelligence actuelle, est pour moi bloqué dans un truc qui ne pourra jamais apprendre. Et donc ici, en regardant un petit peu ce que je dis, en réfléchissant, en parlant, je vois que c'est à peu près aussi
plus ou moins la théorie de Yann Lequin et François Chollet. Les LLM dans leur forme actuelle, modèles de langage purement autorégressifs, ne peuvent pas devenir AGI parce qu'ils n'apprennent pas vraiment de façon continue et générale. Il faut une nouvelle architecture. C'est exactement le cœur de la position de Yann Lequin depuis des années. Il répète encore plus fort en 2025. Un LLM classique n'apprend que pendant la phase d'entraînement, pré-training, fine-tuning, puis ses poids sont figés. Donc je vais te montrer Grok qui répond à la question, hein. C'est juste pour apporter aussi un petit peu les sources des informations. Moi, j'ai développé cette pensée à force d'être sur Internet et de lire des trucs, mais évidemment, ça vient de quelque part. Donc ça vient sûrement de lui et d'autres experts qui disent tout ça. Donc ensuite, il ne fait que prédire le prochain token. Il n'a pas de vrai mécanisme d'apprentissage en continu, continual learning, online learning, comme un humain ou un animal. Il n'a pas de modèle du monde interne, world model, qui lui permet de comprendre la physique, de planifier, d'imaginer les conséquences et les actions. C'est pour ça qu'il peut te down ta prod sans en avoir rien à foutre, à part que dans son modèle de langage, il s'est rappelé que quand il down la prod, généralement dans les histoires, c'est pas cool, tu vois. Il est très bon pour manipuler du langage et des connaissances mémorisées, mais mauvais pour l'intelligence fluide dans le monde réel. Robotique, raisonnement casual, adaptation rapide à du nouveau. Lequin dit clairement, scaling up LLM will not get us to human level intelligence. Il considère le LLM comme un cul-de-sac pour l'AGI, même s'il reste très utile. Voilà. Et il travaille maintenant sur Amilabs après avoir quitté et sur l'architecture GEPA. Et donc ici, le but, c'est de trouver l'architecture qui va créer l'AGI. Et donc, ma vision pour l'instant, c'est que cette architecture ne sera sûrement pas trouvée et définie de mon vivant, potentiellement, et que les LLM purs, comme on connaît, et comme les labs Opus et ChatGPT font, vont aller droit dans le mur dans l'idée parce qu'on n'a plus vraiment d'amélioration depuis tout ce temps. Donc voici ma réponse officielle à cette question que beaucoup de potes me disent tout le temps, Melvin, t'as pas peur, les LLM vont nous remplacer, c'est la fin, etc. Pour moi, ça n'existe pas et c'est une fausse misconception et je pense un manque de connaissances de la part de la majorité des gens, non pas que ce soit de leur faute, non pas que les gens soient stupides, mais les gens n'ont pas le même temps que moi pour la mettre pendant des heures sur YouTube, sur Twitter et à geeker le sujet comme des forcenés. Je suis aussi un énorme power user de l'IA, donc j'arrive très bien à voir les limitations et chaque fois que je prends en main l'ordinateur d'un pote, il est choqué de ce que je peux faire. Je remplace généralement 25 trucs qu'ils font et je fais le travail d'une journée en 1 heure. C'est la vérité de ce que je fais actuellement. On peut me croire, on peut dire que je suis un bullshitter. Ça, je m'en ai rien à foutre. Moi, je sais que actuellement, je fais le travail de la majorité des humains de cette terre, ce qu'ils font en 1 journée, je le fais en 1 heure. Et ça tous les jours de manière consistante parce que je sais comment utiliser ces outils. Donc, je crois en la valeur de ces outils, mais c'est pas parce que je crois en la valeur de ces outils que je ne connais pas les limites. Et si je connais les limites, c'est justement parce que j'utilise ces outils au quotidien. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que tu en penses dans les commentaires et dis-moi ce que tu en penses de ce format un peu podcast et si tu veux que j'en fasse plus souvent. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.